bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir toujours à bord de notre vélo taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis sous le soleil aujourd'hui de Béthon. Alors Béthon, c'est où? C'est près de Rennes et on va en discuter en compagnie de Valérie Cotreau, fondatrice et dirigeante d'Artefacto, PDG même. On va y revenir. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. On passe justement devant les locaux d'Artefacto. Ça veut dire quoi Artefacto? Artefacto, ça vient d'artefact, une image qui n'est pas réelle. On a démarré il y a une vingtaine d'années. Donc ce nom-là est apparu assez naturel par rapport au début des images de synthèse. Et puis, comme artefact, ça sonnait un peu dur, on a choisi la version italienne. Ah, c'est joli. Voilà, ça se tout chante. simplement. Voilà, c'était plus fun. Alors, Artefacto existe, on l'a entendu depuis. Ça a été créé en 1998. Oui, là j'étais en tant qu'indépendante en fait. Voilà. Et la société a été créée en 2000. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui se passe avant de créer Artefacto? Le métier qui conduit à créer cette entreprise, c'est d'abord l'architecture. Exactement. Moi, j'arrive sur Rennes pour suivre mes études d'architecture, un peu par hasard. Et puis, en fin de cursus, en fait, c'est le début de l'image de synthèse et c'est le début de l'enseignement de l'image. Donc, il y a encore très peu de cours. Et je trouve que l'outil est formidable et a un potentiel incroyable. Parce que, comme disent mes enfants, c'est l'époque des dinosaures, mais moi j'apprends à monter des perspectives à la main quand même. Donc, et là on comprend tout de suite que monter un point de vue à la main, ça prend plusieurs jours. On a la possibilité de démultiplier les points de vue avec l'outil informatique. Je trouve que le sujet est génial, quoi. Donc moi je tombe dedans et c'est comme ça que l'histoire démarre et finalement j'exerce un an chez un architecte pas très loin d'ailleurs. Enfin, j'avais commencé à travailler dès la troisième année, c'est 6 ans les études. Oui. Et puis c'est un tiraillement. Parce que quand vous avez fait 6 ans d'études, se dire qu'on va faire autre chose, c'est chaud. Ouais. Et puis la création, ça me tenait quand même aux tripes. Mais je me rends compte aussi que finalement, le métier d'architecte tel qu'on l'imagine quand on est à l'école, c'est pas forcément la réalité quand on arrive en cabinet, quoi. En quoi la création de l'entreprise et donc ce travail autour de l'image est relié au métier d'architecte? En fait, l'idée, c'était de pouvoir se dire, j'aimerais que les gens puissent voir, se projeter tel que moi j'ai la vision. C'est exactement ça. Et quand on se remet dans le contexte, en fait, c'était un peu compliqué parce qu'à cette période-là, finalement, le projet d'architecture, il est dans la tête des concepteurs, il est dans la tête des architectes. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que quand on est architecte, on construit pour l'autre. Ça, parfois, les architectes l'oublient. On construit pour l'autre. Et l'idée, c'était de pouvoir vulgariser le projet d'architecture et de le mettre à la portée de tout le monde. Et finalement, cet ADN-là, 20 ans après, il n'a pas changé. On travaille potentiellement sur d'autres problématiques. Mais on est toujours au service du projet et finalement de visualiser des choses qui n'existent pas encore. Ça a commencé comment? C'était quoi les premiers projets et notamment un projet emblématique ici sur le territoire rennais? Alors, le premier projet phare, effectivement, c'est le métro de Rennes. Le début de l'activité d'Artefacto, c'est quoi? C'est des concours d'architecture, en fait. C'est des confrères qu'on connaît sur la place de Rennes. Et puis, on fait des images pour eux. Et puis, très vite, en fait, est arrivé le projet du métro, où il y a une vraie problématique, c'est que la métropole souhaite communiquer sur ce projet qui est quand même phare. Oui. Et, sauf qu'il n'y a rien. Sauf qu'il n'y a rien. Et nous demande si on est capable de faire des films en images de synthèse pour présenter les stations. Et l'histoire vraiment forte démarre avec ce projet emblématique. Et ce qui est quand même sympa, c'est de se dire que 20 ans après, on a refait les simulations de la ligne 2. J'avais besoin de boucler cette boucle-là, quoi. Ça, je ne pouvais pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse porter ce dossier, quoi. Ouais, c'était une belle suite à l'histoire. Techniquement, comment vous avez fait pour aborder tout cet univers et ces nouvelles compétences? Mais en fait, quand on est, on va dire, dans ces métiers-là et dans les nouvelles technologies, on est de toute façon dans un apprentissage en permanence. Donc, ce qui est vrai 3 ans auparavant ne l'est plus 3 ans après. Ouais. Donc, il faut se mettre dans cette posture-là dès le début, c'est-à-dire qu'on sait, et c'est aussi ce qui est passionnant, qu'on est de toute façon dans une quête en permanence de nouveaux outils. Et finalement, le why de ce qu'on est n'a pas changé, mais par contre, on a changé nos outils et l'arrivée notamment de la réalité augmentée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité augmentée, au début, quand on commence à réfléchir sur ces sujets-là, ça ne s'appelle pas. Mais moi, je m'interroge, toujours pareil, sur la compréhension en fait de la visualisation 3D. Je me dis finalement, ce serait quand même super si on avait des outils qui nous permettaient de mettre à disposition le projet de façon quasiment instantanée. C'est ça. Et c'est ce que permet la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher un bâtiment à l'échelle 1 sur le site du projet. Donc en fait, on a adapté nos outils de façon constante
pour tendre aujourd'hui vers ce qu'on appelle la réalité étendue. Ah, c'est quoi ça? La réalité étendue, c'est en fait tous les outils qu'on a de simulation qui sont mis à disposition, on va dire, d'un concept ou d'un projet, c'est-à-dire images, films, solutions casquées, réalité virtuelle. Tout ça combiné? Voilà, en fait, c'est tous les outils qui nous permettent de donner à voir d'une façon différente et qu'on met à disposition du projet. Qui sont vos clients? On est resté sur les clients d'origine ou c'est très élargi aujourd'hui? On a 2 grands pôles d'activité chez nous, c'est-à-dire qu'on a une activité service avec 3 pôles à l'intérieur, l'immobilier, toujours le bâtiment, on va dire, qui reste dans notre ADN. On a un pôle industriel, donc pour l'immobilier, c'est vraiment des outils d'aide à la vente très souvent, sur tout ce qui est vente en VFA. Pour la partie industrie, on fait beaucoup d'accompagnement sur des remises d'offres, pareil pour faire découvrir un projet dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'eau. Donc on a avec des très grands comptes et on vient expliquer comment ça marche en fait. Donc c'est vraiment de l'explication de process. Et puis on a un pôle qui est en très fort développement depuis 3 ans, qui est le pôle formation. On fait des solutions casquées pour venir, on va dire, apprendre en toute sécurité. Donc ça va être quoi? Ça va être on a fait des solutions sur du désamiantage. On a un très beau projet police aussi sur la gestion du stress pour les gardiens de la paix, qui est vraiment un dossier extrêmement intéressant. On a eu un très beau projet aussi avec Safran, encore un autre exemple, où tous les opérateurs qui viennent sur un poste dédié sont formés d'abord en réalité virtuelle avant d'être mis au poste. Donc ça veut dire qu'on évite de couper une ligne de production, par exemple. Donc ça fait sens par rapport à la rentabilité même de l'entreprise. Dans les coulisses de tous ces beaux projets, il y a aujourd'hui 35 personnes? Oui, tout à fait. Quelles sont les compétences? Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette marmite chez Artefacto à Béton? On va avoir une compétence mixte qui va être d'un côté en fait les infographistes, ceux qui créent du contenu. Je suis dans un métaverse, je suis dans un jumeau numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à un moment répliquer le réel. Donc eux s'occupent de faire l'environnement. Et puis après, évidemment, on a des développeurs qui vont, on va dire, coder toutes les interactions qui sont à l'intérieur de cette scène 3D, quoi. Donc c'est les 2 très gros profils en fait qu'on peut avoir nous au niveau de l'entreprise. Et vous, comment vous définissez votre rôle dans tout ça? Vous êtes le capitaine, vous êtes... Je suis le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est bien. C'est comme, j'ai envie de dire, on est bien dans notre métier d'architecte finalement, c'est ça qui est un peu rigolo. D'ailleurs, on utilise ce terme-là aussi pour la partie logicielle, c'est-à-dire qu'il faut piloter et manager des compétences multiples pour aboutir à la livraison d'un projet. Donc j'ai le sentiment d'être finalement pile poil dans mon métier, avec des compétences à articuler qui sont un petit peu différentes, mais au final c'est quand même ça, quoi. Le management, je pense qu'en fait avec le recul, même si cet avis-là n'est pas forcément partagé, si on l'a pas un peu dans les tripes, moi je dis que c'est compliqué. Parce que, je sais pas, c'est le constat que je peux faire au bout de 20 ans, si on l'a pas un peu dans de façon viscérale, c'est compliqué. Mais par contre, après, le deuxième boulot pour les pilotes et les managers, c'est savoir s'entourer de gens meilleurs que soi. Ah oui, c'est vrai qu'on l'entend souvent ça, mais c'est pas si facile à faire. Ça nécessite de l'humilité. Oui, mais j'ai envie de dire oui et non, parce que quelque part, on ne peut pas être sachant sur tout. Alors non, ça c'est donc il faut être sachant sur le pilotage, mais après, sur les métiers très pointus, il faut absolument avoir des gens qui soient en performance, quoi. Bien sûr. Recruter par le bas, ça n'a aucun sens, quoi. Donc c'est peut-être une réaction de protection au début, mais alors franchement, moi j'ai pas le sentiment d'avoir vécu ça, mais c'est une absolue nécessité, et c'est quand son but c'est bien complet, entre guillemets, avec des gens qui sont au top niveau de partout, qu'on arrive à mettre une énergie de fou derrière, quoi. Donc la difficulté, c'est que les compétences évoluent. C'est ça la difficulté. C'est toujours pareil, c'est que ce qui est vrai à un moment ne l'est plus 5 ans après. Il faut rebouger dans ces métiers-là. Voilà, il faut rebouger les cartes et ça c'est difficile en fait. Ça c'est difficile. On peut jamais s'endormir, quoi. Vous avez réussi, en 20 ans, vous avez le sentiment d'avoir évolué, changé, modifié votre façon de voir les choses et de faire, peut-être en vous entourant même en termes de réseau, de soutien, de conseils? Oui, on évolue sur son mode de management, oui, on évolue sur ses points de stress, oui, on évolue sur l'activité aussi, parce que nous, ce qui a été majeur, c'est que il y a 20 ans, l'image n'existait pas ou peu. Aujourd'hui, elle est démocratisée, c'est une bonne chose, mais ça nous oblige à pivoter et c'est dans ce sens-là qu'on a pivoté vers des solutions logicielles, c'est-à-dire que le contenu en fait qu'on créait il y a 20 ans et qui avait une très très forte valeur ajoutée, aujourd'hui concrètement, il en a quasiment plus. Il en a quasiment plus, donc là où on va être fort, nous, c'est de réussir à encapsuler ce contenu par des outils logiciels qu'on va commercialiser. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de passer d'un mode qui était full service
à un mode service plus logiciel. Et demain, ce qu'on voudrait, c'est que finalement le service soit le service associé du logiciel. C'est passionnant, mais c'est toujours un peu flippant, quoi. J'imagine. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes sereine ou comment vous maintenez votre niveau d'énergie, parce qu'on a compris, il en faut. Oui, c'est clair. Il en faut pour 35. Ouais, non, c'est clair. Comment vous faites? C'est quoi les éléments qui permettent de ressourcer, de régénérer pour vous? Le sommeil. Super. C'est une absolue nécessité chez moi. Non, mais c'est vrai. Avec une bonne gestion, ça se passe bien? Je crois qu'on n'est jamais serein, ou en tout cas jamais détendu. Mais on apprend à gérer effectivement en fonction de la façon dont on fonctionne les uns les autres. Donc moi, c'est vrai que c'est le sommeil, j'ai besoin de dormir et je suis pas du genre à dire que je vais dormir 5 heures par nuit. Oui, voilà, c'est pas du tout mon truc. Ça existe, mais... Je peux le faire sur un temps donné, mais il est urgent que je le récupère derrière. Et moi, ça me permet de réaffronter la journée d'après. Par contre, de façon... comment dire dans les meilleures prédispositions. Exactement, c'est bien ça. C'est bien ça, hein. C'est pas mal ça. Donc je suis pas du genre à crier sur les gens, ça ne m'arrive jamais et ça ne m'arrivera pas, quoi. Je déteste ce mode de management. Enfin, pour moi, c'est juste catastrophique, quoi. Donc une forme d'équilibre. Est-ce que vous l'entretenez au-delà du sommeil avec une activité physique, de loisirs Oui, ben après, bon, chacun trouve ses routines. Hein. Au niveau sportif, ça peut être aléatoire, mais bon, moi, c'est la natation qui me permet de décompresser. Donc, régulièrement ouais, je vais nager avec ma fille en sympa. club. C'est marrant. Donc, j'arrive encore à lui chatouiller les pieds, donc tout va bien. Un endroit magique pour nager? Alors, ça peut être en France, dans le monde. Mais je vais faire une réponse pourrie parce que... C'est pas grave, on prend. Moi, ce que j'aime, j'aime nager en piscine. Donc, alors j'aime nager en piscine, mais ma Madeleine de Proust... Ma Madeleine de Proust, c'est les bassins extérieurs. Parce que quand j'étais jeune, en fait, ma meilleure amie, c'était la fille du gardien de la piscine des Sablons au Mans. Ok. Et en fait, à partir du moment où ils ouvraient le bassin extérieur, le 1er juin, tous les jours, on y était 2 fois par jour, sur un bassin de 50 mètres. Et je me souviens encore m'être allongée sur les gradins en me disant je voudrais que ce moment ne s'arrête pas. Donc il s'est arrêté. Mais à chaque fois que je vais nager en extérieur, je me retrouve dans cette posture-là et c'est trop bon, quoi. Excellent. Donc voilà, comme quoi on a des petits trucs qui nous permettent d'aller mieux. C'est vrai, des bons refuges. Dernière question, c'est une invitation proposée à tous les invités. Ça sent le truc pourri, cette place. Ça sent le truc pourri. À plein nez. Mais non, ça peut être pourri bien. Une petite chanson, soit celle que vous avez écoutée ce matin, soit une chanson qui vous donne la patate et le sourire, ou n'importe quoi. J'en ai une qui m'a fait bien rire. C'est Prends garde. Sous mon sang la grenade, sous mon sang la grenade, sous mon sang la... Et moi j'entendais la première fois, je pensais qu'elle disait connard, et en fait non, elle dit grenade. Donc pardon, mais avec ma fille, voilà ce qu'on comprenait, donc on chantait, ouais, sous mon sang la grenade, sous mon sang la grenade, et à la fin c'était connard. Et donc voilà, c'était moche, c'était un peu... C'est très très bien. Voilà, donc nous on l'a tous fait. Voilà. Penser à certaines paroles, oui, voilà. Donc mais nous je me disais quand même connard, c'est un petit peu osé, mais voilà, donc je trouve que Clara Luciani, c'est une petite pensée pour Clara. Ouais, voilà. Qui est mais c'est les nouveaux profils féminins qui sont top, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser à nos jeunes, ça me fait penser à mes enfants, tout ça. Ça leur ressemble et je trouve que cette génération-là qui arrive, il y a plein d'espoir. C'est hyper enthousiasmant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je propose qu'on termine sur cette note d'enthousiasme. Merci beaucoup Valérie. Et bien avec plaisir. Pour cette balade sous ce soleil breton. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.